Bonjour à tous, merci d'être venus malgré les conditions climatiques un peu, voilà. Et je suis un petit peu prise du nez, donc si vous voulez bien un peu m'excuser pour la voix un peu nasillarde. Alors moi je suis médiéviste, donc j'ai un point de vue universitaire, j'ai un cursus en bac+5 et j'ai surtout beaucoup appris depuis que je suis sortie de l'université. Et je viens vous présenter donc une partie d'un travail qui est, on va dire, un chapitre d'un livre en cours qui devrait normalement sortir incessamment sous peu, donc qui devrait s'appeler On se croirait au Moyen-Âge, point d'exclamation, retour sur 5 siècles de falsification. Je voudrais vous présenter un travail qui est la continuation de ce qu'ont fait excellemment Régine Pernoud et Jacques Herse, à savoir, qui sont deux historiens médiévistes qui ont écrit des livres, respectivement Pour en finir avec le Moyen-Âge de Régine Pernoud et Le Moyen-Âge, une imposture de Jacques Herse, qui revenait sur tous les mensonges, les poncifs, les approximations que l'on mettait sur la période médiévale. Voilà, donc des travaux qui datent de... Jacques Herse, ça doit être les années 90, mais il continuait le travail de Pernoud, qui était son premier livre, Lumière du Moyen-Âge. Il a dû sortir en 46 ou en 47, donc c'est pas d'hier. J'ai essayé de ramasser tout ça, de rapporter de nouveaux exemples, parce que la télévision a encore avancé dans encore plus n'importe quoi depuis une vingtaine d'années. Et en fait, je voudrais vous présenter une réflexion sur pourquoi a-t-on menti et à quoi ça sert. Parce que Pernoud et Herse ont dit quels étaient les mensonges, ont dit pourquoi ils étaient ridicules, ont pris des sources pour expliquer que c'était pas vrai, mais tout ça, une fois qu'on a fini de le lire, une fois que j'ai lu ça, je ne me trouvais pas satisfaite par rapport à pourquoi est-ce qu'on veut, dans nos sociétés contemporaines, aujourd'hui, nous donner cette vision-là du Moyen-Âge. Qui a menti, sur quoi exactement et dans quel but, d'accord? Donc j'ai classé différents types de mensonges sur le Moyen-Âge qui vont être, le Moyen-Âge était laid, barbare, un culte, ça c'est Jacouille la fripouille, vous voyez. C'était tyrannique et inégalitaire et le baron, le comte pouvait descendre de cheval et puis tuer comme ça quelqu'un dans la rue, puis remonter à cheval, puis il n'y avait pas de problème. Enfin, c'était la tyrannie. Donc voilà, soumis à une violence, pas d'état de droit. Et évidemment soumis au pouvoir totalitaire de l'Église catholique. Il y a quand même des livres qui sont sortis dans les années 50 pour dire que l'Inquisition était la préfiguration des grands procès de Moscou. C'est-à-dire qu'en fait, les communistes se sont inspirés de l'Inquisition médiévale en mélangeant évidemment à chaque fois l'Inquisition médiévale dans le Languedoc qui était placée sous l'autorité du pape et l'Inquisition 2 siècles et demi plus tard en Espagne qui était placée sous l'autorité du roi. Ce qui fait qu'il y a eu des procès beaucoup plus, on va dire, politiques dans la chasse, dans l'Inquisition espagnole qui du coup en plus a chassé des juifs ou des convertis qui n'a jamais existé dans le Languedoc, mais il y a des ouvrages pour la jeunesse où on mélange allègrement les deux périodes. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est de réfléchir sur la Révolution française, le moment de la Révolution française, a surtout travaillé trois thématiques. Les révolutionnaires ont vraiment travaillé trois thématiques. C'est le Moyen-Âge et l'Ancien Régime, ils ont menti sur son organisation sociale, sur le travail, le commerce, le pouvoir, et évidemment l'Église catholique et la spiritualité. Je vais développer, vous inquiétez pas. Voilà, moi, mon point de vue, c'est que tous les mensonges et tous les poncifs qu'on a sur l'Ancien Régime, et particulièrement le Moyen-Âge, c'est le principe des ombres de la caverne de Platon. Donc, dans une métaphore très connue de Platon, qui est un des seuls philosophes de l'Antiquité qui était très peu connu au Moyen-Âge, à part le Timée qui avait été traduit par Chalcidius. Les écoles néo-platoniciennes, la redécouverte de Platon,
Moi, je pense qu'il n'avait pas été perdu, c'est-à-dire que l'Église avait décidé de pas trop le traduire, et que vu que dans la République de Platon, il y a tout le germe des hérésies, excusez-moi, pas des hérésies, des utopies qui vont donner en fait l'humanisme, puis la révolution, puis le communisme, c'était peut-être pas une mauvaise idée. Donc, dans la caverne de Platon, donc il dit, il y a des gens, ils sont enfermés dans une caverne, ils sont habitués à la lumière d'une bougie, ils sont dos au soleil qu'ils ne voient pas parce que la caverne est enterrée sous terre, et en fait, il y a une bougie derrière eux qui leur projette leur propre ombre, qu'ils imaginent que ce sont des gardiens, pour ne pas aller voir et ne pas remonter vers la lumière, d'accord? Donc bon, je reprends cette idée-là pour dire que tout ce qu'on nous raconte, tous les mensonges qu'on nous raconte, parce que si on nous raconte des mensonges et qu'on y a mis quand même le cinéma, la télévision, les livres, c'est quand même, on a essayé d'appuyer, c'est ça, c'est pour pouvoir dire, à chaque fois qu'il se passe quelque chose d'un peu violent ou d'un peu qui pourrait nous rappeler quelque chose dans le passé, oh, vous voulez quand même pas qu'on revienne au Moyen-Âge? Moi, j'avais noté ça au moment de la guerre en Afghanistan. Alors, les guerriers d'Afghanistan, là, c'était des barbares médiévaux. Donc, moi, j'avais entendu, ils traitaient les femmes comme aux temps médiévaux. D'ailleurs, ils les lapident. Donc, en Occident, on lapidait pas les femmes. Vous voyez, donc c'est un espèce comme ça de repoussoir. Vous voulez revenir au Moyen Âge. Donc, on a commencé à parler du Moyen Âge d'un point de vue grotesque durant la Révolution française, la nuit du 4 août 1789, qui est l'abolition des privilèges, très bien, qui reste toujours. C'est ça qui est très intéressant. C'est la nuit du 4 août. Elle reste. Même chez des gens qui commencent quand même à comprendre des choses qui ne sont pas des gens du système, dès que vous êtes républicain, c'est un passage obligé. Hein. J'avais un peu bondi quand j'avais vu sur le site de l'UPR d'Asselineau, ce qu'il nous faudrait, c'est une nuit du 4 août. J'avais un peu... pas bien compris, en fait, parce que pour les gens qui n'ont pas étudié cette période, on a aboli les privilèges étant la base de l'inégalité, et ben du coup, aujourd'hui, on est retourné dans une société de privilèges, puisque la société est inégalitaire, et donc il faut revenir à plus d'égalité, avec l'idée que privilège égale inégalité égale c'est mal, et égalité, évidemment, c'est bien. Donc évidemment, les mots sont complètement piégés, parce que égalité de quoi, privilège de quoi est-ce qu'on parle? Donc privilège, en latin, ça veut dire loi privée, loi particulière. En fait, c'est la coutume, c'est la tradition. C'est ce qu'un syndicaliste appellerait le droit acquis, d'accord? Évidemment, l'égalité doit être pris dans le sens maçonnique du terme, c'est-à-dire, on dit toujours égalité pour jamais dire justice. Hein, l'égalité s'oppose à la justice. Tout le monde ne peut pas obtenir la même chose. Si vous n'avez pas fait le même travail, voilà, prenons un exemple concret. Imaginez que une personne a travaillé, un homme a travaillé toute la journée sur une toiture. Il a travaillé toute la journée et pendant ce temps-là, sa femme est restée bien au chaud à la maison. Est-ce que le soir, il doit avoir la même quantité de nourriture? Bien sûr que non. Et bien là, c'est pareil. Vous voyez, l'égalité, elle donne la même chose à chacun alors que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Et qu'est-ce que c'était que ces privilèges? C'est-à-dire que c'était une société qui fonctionnait sur le privilège. Le gros mensonge, c'est de dire il y avait des privilégiés, l'Église, les nobles, et les autres n'avaient pas de privilèges. Non. Tout le monde avait des privilèges. Donc il y avait des privilèges régionaux, c'est-à-dire les Bretons avaient des privilèges, parce que c'est des coutumes. Les Bourguignons avaient des privilèges. Ensuite, les villes avaient des privilèges. Les communautés villageoises avaient des privilèges. C'est-à-dire qu'on avait des privilèges en tant que groupe. Et c'était le respect de la tradition. Par exemple, le roi de France, au sortir du Moyen-Âge, il annexe la Bretagne et il fait une grande déclaration en disant « Je promets de respecter les privilèges des villes, des nobles, des paysans et en fait de tous les Bretons, c'est-à-dire de ne pas changer la coutume. Voilà. Mais à ça va s'opposer évidemment l'esprit rationnel des Lumières, qui est un esprit de géométrie.
voyez, ça, c'est trop compliqué. Alors, ce qu'il faut, c'est faire des départements. Hein. Avant les départements de Napoléon, la Révolution française a proposé qu'autour de Paris, on fasse des carrés d'égale distance qui tourneraient comme ça en escargot autour de Paris et qui auraient des numéros. Vous voyez, pour détruire l'idée... Hein. À l'époque, une nation, c'était ce qu'on nous on appelle une région. Hein, on était de nationalité bretonne, de nationalité savoisienne, de nationalité bourguignonne, de nationalité picarde. Et nation, c'est là où on est né. Et patrie, c'est là où sont nés nos parents, notre père, nos grands-pères, voilà. Et bah ça non. Hein, donc voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, on est dans le 38. Et puis au-dessus, ils sont dans le 74. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Mais on a essayé de découpler l'identité au profit du jacobinisme. Ça, le Moyen-Âge, comprend pas quoi. On est paysan, on est sur sa terre, on est voilà. Donc on a vraiment voulu détruire ce côté. On va dire charnel de l'identité, charnel d'un territoire. Je veux dire, vous êtes né à un endroit, vos parents sont nés à un endroit, on peut pas le changer. Donc, le titre de la conférence, c'est pourquoi est-ce que la Révolution française s'est acharnée sur cette période? Alors, on ne détruit que ce qu'on remplace, d'accord? Et 2, parce que le Moyen-Âge est l'antithèse absolue de la Révolution française. La Révolution française, elle nous dit, vous étiez esclaves, vous étiez, nous, peuple de France, nous étions esclaves, nous étions sous le joug des tyrans, nous étions sous le joug d'une église, nous étions sous le joug de privilèges infâmes, et nous vous avons libérés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est mieux, et qu'avant c'est pas bien. Et plus on va dans l'avant, moins c'est pas bien. Et plus on va vers maintenant, plus c'est mieux. Vous voyez, c'est une histoire de progrès comme ça, sur une espèce de courbe qui va toujours vers, voilà, toujours dans ce sens-là. Ce qui pose un problème, c'est que si avant c'était pas noir, si avant c'était pas laid, est-ce qu'on a vraiment été libéré? Vous voyez, il faut absolument créer une antithèse pour créer pour être libre, il faut avoir été esclave. Si on n'a pas été esclave, a-t-on vraiment été libéré? Vous voyez, la proposition ne s'articule que si vous noircissez la période d'avant. Alors pour en revenir à la nuit du 4 août, je vais vous citer ce qu'on en a dit au 19e siècle, parce que les historiens se sont lâchés. Donc Michelet: elle emportait cette nuit l'immense et paisible songe de 1000 ans de Moyen-Âge. L'aube qui commençait bientôt était celle de la liberté. Depuis cette merveilleuse nuit, plus de classe des Français, plus de province, une France. Donc c'est exactement ce que je viens de vous dire. Alors Pierre Larousse, dans son grand dictionnaire, nous donne des leçons. Il suffit d'un vote de constituant pour venger la nation de la tyrannie incessante de 12 siècles. Tant le bonheur du peuple est facile à faire quand ceux qui le gouvernent s'occupent moins d'eux-mêmes que de lui. Okay. Et à partir de Ernest... Non, attendez. Le bonheur du peuple est facile à faire quand ceux qui le gouvernent s'occupent moins d'eux-mêmes que de lui. Voilà, quand la situation dans laquelle on est aujourd'hui, ça fait un peu rire, quoi. Mais voilà, et Ernest Lavis disait, et alors tous les Français furent égaux entre eux. Comment? Comme aujourd'hui, voilà. Et puis alors, tous les Français furent égaux entre eux après la nuit du 4 août. Alors il y a eu un droit de vote, mais censitaire, c'est-à-dire qu'il n'y avait que les hommes riches qui avaient le droit de voter. Voilà. Ce qui est quelque chose qui est dans les manuels, j'avais lu dans un manuel ultra féministe qu'on nous avait donné à la fac. Oui, durant l'Ancien Régime et le Moyen-Âge, les femmes ne votaient pas. Oui, mais les hommes non plus, en fait. Alors si, en plus, c'est pas vrai, parce qu'on votait dans les communes par foyer, par feu, donc il pouvait y avoir des femmes qui votaient. On votait pour les décisions du quotidien, pour l'organisation de ce qu'on appelait la communauté villageoise. Alors, la nuit du 4 août, le duc d'Aiguillon, deuxième fortune de France après le roi, vous voyez, un philanthrope, monte à la tribune et dit « Le peuple a fait des demandes au nom du peuple. » Toujours. Le peuple, il parle, le peuple ventriloque, le peuple veut des choses, le peuple veut de la philosophie. Bon, il a été prouvé, mais là c'est intéressant, ça fait un siècle que le travail d'historien a été fait. C'est-à-dire qu'il y a eu Augustin Cochin pour les cahiers de doléances de la Bretagne et de la Bourgogne. Il dit alors, c'est marrant parce qu'en Bretagne et en Bourgogne, on n'est quand même pas à côté,
on a les mêmes phrases, les mêmes demandes bizarres, des morceaux de rousseauisme à l'intérieur des cahiers de doléances qui sont censés venir de communautés villageoises, du Morvan, et on ne se comprend pas bien comment est-ce que ça peut vraiment être eux qui les ont écrits. On a, je ne sais plus comment il s'appelle, on a un autre historien, oui, Louis Ricot, qui a fait la même chose pour les Pyrénées. Lui, il a carrément retrouvé dans les archives, vous avez des cahiers de doléances qui ont été écrits par une personne. Il y a des trous pour écrire le nom du village, puis c'est signé. Et un village qui a plusieurs dizaines de kilomètres, c'est la même personne qui a écrit, il y a des trous, puis encore un village. C'est-à-dire qu'en fait, les formulaires étaient déjà écrits. On a mis le nom du maire, on a mis le nom de la petite bourgade, et puis on a signé. Donc, plus le travail de l'abbé Baruel, c'est quand même intéressant, c'est que c'est des travaux qui datent des années, mais 1880, 1890. Augustin Cochin, il est mort à la guerre de 14, donc c'est vraiment des choses que les historiens savent depuis longtemps, et ça sort pas, on n'en parle jamais. C'est-à-dire qu'il y a une rétention d'informations par rapport au grand public, alors que là, vraiment, c'est pas une information très fraîche, quoi. Quand on tombe dessus, moi, quand je suis tombée dessus, j'ai trouvé ça une espèce de vieux... Le papier était tout moisi, là, et on se dit, mais voilà, ça fait plus de 140 ans qu'on sait, et le grand public n'y a pas accès, quoi. Faut trouver ça au fond d'une vieille bibliothèque universitaire. Donc, au moment de la nuit du 4 août, donc voilà, le duc de l'Aiguillon connaît la volonté du peuple, qui a en fait été écrite par la bourgeoisie, et notamment préparée par la franc-maçonnerie. C'est pas dur. Le chef du Grand Orient, payé par les Anglais, c'est Philippe d'Orléans, futur Philippe Égalité. C'est le frère du roi, le cousin du roi. Le frère du roi, c'est cousin du roi, excusez-moi, cousin du roi. C'est le cousin du roi. Alors c'est très simple. Vous savez qu'au moment de la nuit du 4 août, il y a la grande peur. Donc qu'est-ce que c'est ? Philippe d'Orléans fait envoyer ses hommes de village en village. Il y a un cavalier qui arrive au triple galop. Il dit au village, là, à côté, il y a eu, je sais pas quoi, des brigands, ils ont attaqué, ils ont volé, ça a brûlé. Il crée une espèce de panique, et puis il s'en va. Et puis il crée ça tout autour de l'Île-de-France. Comme ça, il crée une espèce de gigantesque panique. Donc c'est le principe qu'énoncera Talleyrand, et que nous répète sans cesse Pierre Hillard, agiter le peuple avant de s'en servir. Donc du coup, dans les campagnes, c'est un peu la panique. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas bien, on reçoit des informations contradictoires. Et donc là-dessus, arrivent les délibérations de la nuit du 4 août en disant vraiment, il faut absolument délibérer, parce que là, le peuple s'agite, il veut on ne sait pas quoi. On va nous, assemblée plénière, décider de ce que veut le peuple, alors qu'en fait, le peuple... il comprend pas, les paysans s'énervent un peu parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Enfin voilà, et tout ça est dans le travail de, je ne me souviens plus l'auteur qui a écrit sur Philippe Égalité. On a les bordereaux qui ont payé les cavaliers qui ont été mettre ces fausses nouvelles. Elles sont cotées, on les a dans les archives qu'on a récupérées chez Philippe Égalité. Donc pareil, c'est tout à fait... ça, c'est irréfutable, comme c'est pas une thèse, ce sont des faits. Donc la nuit du 4 août, elle est ultra préparée, les vieilles ficelles. Le Philippe d'Orléans, il paye un gigantesque banquet aux députés, et la nuit du 4 août, elle commence le soir, ils sont tous raides bourrés. Et on a des descriptions, ils n'arrivent pas à monter à la tribune, ils ont mangé, ils ont bu, voilà, ça, c'est des choses qu'on raconte pas trop. Donc le chef du Club Breton, futur club des Jacobins, ils vont jouer un petit rôle dans la Révolution française, on en parlera plus tard. Le Gaine de Quérandal monte à la tribune et il dit « Il faut abolir les privilèges des serfs ». Et alors là, il dit « Il faut savoir que les nobles médiévaux obligeaient les serfs, les chaudes nuits d'été, à battre les étangs pour empêcher les croassements des grenouilles de gâcher leur voluptueux sommeil. » D'accord ? D'où la légende des grenouilles. Et Régine Pernoud, qui est très, très, très marrante, dans son livre, elle dit qu'est-ce qui aurait le plus dérangé
le seigneur des coassements de grenouilles, les chaudes nuits d'été, ou des armées de cerfs en train de battre les étangs avec des bâtons. Enfin, à votre avis, qu'est-ce qui vous empêche le plus de dormir? Donc, ça, c'est un peu le moment, du coup, où on commence à inventer n'importe quoi sur le Moyen-Âge pour évidemment justifier l'abolition des privilèges. Après ce moment-là, viendront d'autres droits seigneuriaux que vous connaissez sûrement, tels que le droit de cuissage, où le seigneur avait le droit de profiter de la serve lors de son mariage, sa première nuit de noces. Voilà, avec la complicité des curés, bien sûr, qui auraient tout à fait laissé le sacrement du mariage être ainsi bafoué. Pareil, le droit de ravage, enfin, ils y ont tous été, on les a même pas tous gardés, parce qu'il y a un moment, il y a eu un livre sur la collecte des droits seigneuriaux, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est un peu comme les... Comment? Enfin bref, c'est vraiment ridicule. Enfin, c'est même pas... je pense que ça sert à rien de les prendre pour dire qu'ils sont faux, quoi. C'est ça. C'est complètement grotesque. C'est vraiment ridicule, quoi. Moi, je les ai lus. Bon, j'ai même pas pu aller jusqu'au bout. Ils inventent vraiment n'importe quoi, des trucs, vous voyez, vraiment complètement grotesques, quoi. Donc voilà, ils avaient lors de la nuit du 4 août, on abolit les privilèges. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on prépare la loi Le Chapelier et le décret d'Allard, c'est-à-dire l'arrêt des corporations et l'impossibilité ensuite avec la loi Le Chapelier de recréer ces corporations. Et le 19e siècle va s'ouvrir, parce que ce qui est vraiment horrible, c'est d'avoir pu dire aux ouvriers du 19e siècle qui descendaient à la mine sans protection, aux femmes qui étaient dans les filatures, vous avez été libérés. Pensez à vos ancêtres serfs, comment ils étaient esclaves, alors qu'il n'y avait plus aucune législation du travail. La loi de 8 heures, vous connaissez la législation de la loi de 8 heures. À votre avis, c'est quand la première fois qu'on a eu la législation de la loi de 8 heures? On vous a appris quoi à l'école? La première fois qu'on a dit un ouvrier va travailler 8 heures par jour. On vous apprend quoi? Comment? 1848. Comment? Ouais, le Front Populaire, la CGT. Henri III. Henri III. 1595 ou 96. C'est le roi juste avant Henri IV. C'est les premières législations. Ce qui se pose parce qu'il commence à y avoir des mines, en fait, parce qu'avant, il y en avait, on les exploitait beaucoup moins. Et en fait, on avait des lois du travail coutumières. La première loi du travail qui dit qu'on ne peut pas faire plus de 8 heures par jour, c'est Henri III, donc un roi de France. Et la Révolution, elle met fin à cette législation. Je veux dire, il faut quand même se rendre compte, vous imaginez demain, en une nuit, au nom de la liberté, parce qu'on l'a demandé, je sais pas, par exemple, on ne veut plus de l'Union européenne, ok, très bien. Donc là, demain, on décide en une nuit, tout ce qui concerne les lois de l'Union européenne, du code civil, du code pénal, du code des affaires, de la famille, est abrogé. Et on a 1 ou 2 ans pour refaire les nouvelles lois. Ça a été... tous les procès ont été abolis, parce que tous les procès qui avaient... les gens demandaient, des communautés étaient en conflit, ou des gens dans les corporations étaient en conflit pour des problèmes qui sont liés aux privilèges, sont abolis. Donc du coup, voilà, il n'y a plus de procès. Donc voilà ce qu'a été la nuit du 4 août et l'abolition des privilèges, c'est-à-dire la folie. Vous imaginez bien que personnellement, j'appelle de mes voeux à ce qu'on change de système. Je voudrais pas qu'on biffe d'un trait de plume toute la législation qui explique en disant bon on se donne 3-4 ans pour faire des nouvelles lois. Il se passe quoi en attendant? Enfin, vous imaginez la foire d'empoigne que ça a été. Voilà, au nom de la raison. C'est toujours ça qui est drôle, parce qu'évidemment aussi, ce qu'on va vous faire croire, c'est qu'au Moyen-Âge, les gens, ils sont pas rationnels, alors qu'avec les Lumières, on arrive à la rationalité. Tout ça, évidemment, c'est fait au nom du rousseauisme, puisqu'il ne doit y avoir nul corps intermédiaire entre le citoyen et la nation. Donc du coup, on va enlever les corporations, on va enlever
les communautés villageoises, on va abolir les propriétés collectives. Et quand Vincent Payon dit « la Révolution française n'est pas finie », entre le citoyen et l'État, maintenant on va détruire la famille. Parce que vous imaginez bien que c'est encore un corps intermédiaire qui empêche une espèce de symbiose entre un État et une famille. Donc voilà, ça c'est ce qui s'est passé à la Révolution.